participer à ce panel aujourd'hui sur le thème du tourisme durable. Donc on a vu auparavant dans le panel 3 l'ESG, donc plus au niveau du bâtiment. Là, on va essayer de s'interroger sur le tourisme durable plus à l'échelle territoriale. Et donc à mes côtés sur ce panel, j'ai 3 intervenants, il en manque un, mais il devrait arriver rapidement. Et donc l'idée, c'était de regrouper des personnes avec un métier complémentaire, depuis le métier de développeur, d'aménageur, d'opérateur et de maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage pour échanger les points de vue autour du développement durable. Peut-être si vous voulez vous présenter. Bonjour Emmanuel, merci d'être venu. Bonjour, je m'appelle Aurélien Dumont, je suis le directeur général de Gassim. On est une société de direction et de gestion de projet dans la construction. Bonjour, Marc Pilard, je suis directeur délégué au Nomo Hôtel pour la région Afrique de l'Ouest. Bonjour, je suis Emmanuel Edane, je dirige une des filiales du Fonds gabonais d'investissement stratégique, enfin le Fonds souverain du Gabon, qui est une société d'aménagement dont nous développons des grands territoires, 20, 30, 40, 50 hectares. Et le projet le plus avancé qu'on ait aujourd'hui, c'est la baie des Rois en plein cœur de Libreville. Donc, on définit le tourisme durable comme un tourisme qui a des impacts positifs économiques, environnementaux et sociaux, et à la fois à l'échelle des utilisateurs, mais aussi de l'environnement et des communautés environnantes. Donc peut-être dans un premier temps sur l'aspect environnemental, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques mises en place, notamment en tant qu'aménageur? Vous vous présentez comme un aménageur durable et responsable. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques environnementales que vous voudriez nous partager? Alors, comme filiale d'un fonds souverain d'un pays qui est absorbeur net de CO2, puisque le Gabon absorbe 100 millions de tonnes de CO2 par an, il était assez évident pour le fonds souverain et pour l'aménageur que nous sommes d'avoir des projets avec une identité durable, verte, assez fort. Donc les projets sur lesquels nous intervenons, dans un pays de forêt, on crée des morceaux de ville forêt. Donc la place de l'arbre et du bois est très importante dans les projets que nous portons. L'avantage et le positionnement que j'ai par rapport aux autres acteurs, c'est que j'interviens sur des zones d'aménagement relativement larges. Donc on intervient sur des périmètres dans lesquels nous définissons le droit à construire et dans lesquels nous pouvons coordonner la programmation globale de la zone d'aménagement. Donc nous gérons le cycle de l'eau à l'échelle d'un territoire, nous récupérons la totalité des eaux pluviales et la totalité des eaux usées sur 40 hectares avec des stations de traitement d'eau usée, avec un système de dessableur pour les eaux pluviales qui récupère les lexivias routiers. Nous avons un éclairage LAN intelligent. Nous mettons en place tout un tas de programmations pour pouvoir attirer du monde et finalement créer une urbanité avec les éléments phares et forts du territoire. On évite le copier-coller. Le projet de la baie des Rois qu'on développe aujourd'hui est en plein cœur de Libreville, en bord de mer, face à un parc naturel. Donc il était évident pour nous dans la programmation de travailler sur des éléments d'attractivité forte en cœur de ville, de mixer de l'hôtellerie, du centre commercial, de la marina, du logement, des équipements sportifs, des équipements culturels, pour pouvoir générer du flux, donc de l'attractivité touristique, mais également des bonnes pratiques. Et sur le droit à construire, ce qu'on demande à tous les promoteurs, investisseurs, parce que finalement, nous développons très peu de bâtiments à l'intérieur de nos projets. Mais sur le projet de la baie des Rois, nous avons créé le siège du fonds souverain. On a voulu un bâtiment emblématique, avec 30% de part en bois dans le bâtiment, qui est un bâtiment Edge,
sur lequel on a voulu donner le signal aux promoteurs. Notre rôle aussi, c'est d'amener les architectes, les promoteurs et les constructeurs à avoir une démarche éco-responsable. Et donc dans le droit à construire, qui est un document d'urbanisme, on y a associé, et on y associe systématiquement, un indice d'impact environnemental avec des bonnes pratiques. Alors ça passe par la labellisation, mais par certaines prescriptions architecturales qui étaient évoquées tout à l'heure, ou par l'utilisation de matériaux locaux. Voilà. Donc oui, on peut le faire. Et l'avantage qu'on a par rapport à, on va dire, une ville, on parlait d'Abidjan ou d'autres villes, c'est qu'on a la maîtrise complète de toutes les compétences sur la zone d'aménagement. Donc on définit le droit à construire, on définit les voiries, on définit les réseaux. Donc en fonction de nos objectifs, finalement, on n'a aucun tiers qui vient intervenir et interfacer sur nos objectifs de durabilité. Ok, très bien, merci. J'ai compris que sur la problématique des matériaux locaux, Aurélien, vous pensiez que c'était aussi un frein possible à la durabilité, en tout cas un enjeu à avoir en tête et à résoudre. Alors, comme tout le monde sait, l'accès aux matériaux de construction. Le micro, c'est la thématique de la journée. L'accès aux matériels de construction en Afrique n'est pas tout le temps évident, avec beaucoup d'importations. Donc, obligatoirement, quand on veut construire durablement et être respectueux de l'environnement, il y a un sujet, c'est puisque toute une partie des matériaux doivent être sourcés à l'extérieur du continent, il est essentiel de pouvoir utiliser les ressources locales, notamment toute la partie mobilier et autres, pour pouvoir limiter l'impact. Alors dans certains, si on est, le continent africain est très riche dans sa diversité, mais si on prend par exemple la Côte d'Ivoire, le coût puisqu'avant il y a une logique, souvent la logique initiale qui primait, c'était le coût de construction, le coût des matériaux, et la logique locale était utilisée parce que les matériaux étaient moins chers à produire localement. Si on prend une ville comme Abidjan ou la Côte d'Ivoire, c'est plus vraiment vrai. Le coût est identique, même supérieur. Si on prend la partie mobilier, ça coûte plus cher de sourcer le mobilier localement que de le sourcer au Portugal ou de le sourcer en Chine. Par contre, évidemment, ce sont des matériaux de bien meilleure qualité. Donc en termes de durabilité et d'investissement, on se retrouve avec un élément positif à la fin. Voilà, mais c'est essentiel de pouvoir limiter cet impact. Après, si on continue sur la partie environnementale, aujourd'hui, nous travaillons avec des acteurs publics comme des acteurs privés. Tous ont cette volonté de développer durablement. Maintenant, on arrive aussi à avoir cet impact auprès de la maîtrise d'ouvrage et des sponsors, parce que, si on parle d'hôtellerie, les opérateurs hôteliers internationaux ont tous, dans leurs critères, des obligations de certification ou autres. J'entendais tout à l'heure parler de la certification, il y a Edge, mais BREEAM aussi. L'intérêt de la certification BREEAM, comme ça a été dit tout à l'heure, pas pour rappeler, mais c'est que la certification BREEAM, en fonction du niveau de certification attendu, soit correspond à la certification du bâtiment dans sa phase de construction et d'ouverture, soit, pour le très bien et l'excellent, intègre aussi une obligation de l'exploitant avec un audit régulier pour voir comment le bâtiment qui a été construit vit et est exploité au cours des années. Et là, on a vraiment l'impact durable qu'on attend et non pas l'impact immédiat de « je livre un bâtiment certifié », mais ensuite, sur les 5, 10, 15, 20, 30 prochaines années d'exploitation, je vais finalement détruire tous les bénéfices de ce qui a été fait au niveau de la construction. Donc c'est pour ça que mon cher collègue à gauche est essentiel dans tout ce parcours environnemental et de durabilité. Merci beaucoup. Je pense que ça fait une bonne transition pour que vous nous expliquiez à quel point Onomo a pris en compte ces aspects environnementaux depuis des années et les mesures que vous avez prises en place, notamment au niveau du solaire et de la gestion des eaux usées.
Alors oui, en effet, Onomo dans son ADN a toujours été. Oui, Onomo depuis le début, en fait, dans son ADN a toujours intégré le côté vert, justement éco-friendly, puisqu'on a commencé dès le premier hôtel, on avait déjà mis en place des stations d'épuration, puisque en fait, en tant que groupe africain, on a bien vu que les principaux challenges c'était l'eau, dans la durabilité. Après, c'est l'électricité pour deux raisons, c'est que elle est rare avant d'être chère. Donc quand on réunit ces deux composantes, tout de suite on s'aperçoit qu'en termes de coûts d'exploitation et d'opération, on peut vite monter dans des stratosphères. Donc du coup, d'un point de vue économique et dans un premier temps, on a investi justement sur tout ce qui est station d'épuration pour reprendre toutes les eaux usées pour nos jardins, puisque pour le reste. Et après, on a évolué sur les certifications EDGE, puisque Abidjan, l'extension d'Abidjan est certifiée EDGE en termes de design. On attend la confirmation sur la partie construction. Et on a également 2 autres hôtels qui sont full certifiés EDGE pour justement jouer sur toute la partie isolation, éviter les déperditions d'énergie et d'optimiser forcément nos consommations, comme le disait tout à l'heure sur l'ITC qui réduit de 35% ses factures. Nous, notre objectif, c'est de faire la même chose. Et là, on arrive sur la troisième phase où, par exemple, Lomé, on a déjà solarisé tous les toits de Lomé en partenariat avec des grandes sociétés comme Total. Et, malheureusement, c'est les seuls qui peuvent nous accompagner aujourd'hui sur ce type de projet. Et on a d'autres projets de solarisation, notamment Afrique du Sud, Afrique de l'Est et sur Abidjan également. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui est assez facile à faire pour nous, c'est de travailler justement sur la construction et les données techniques. C'est assez simple. On va dire que c'est ce qui est le plus simple, puisqu'en fait, il faut avoir un chèque. Parce que malheureusement, on a une autre difficulté, c'est que les investissements verts ne sont pas vraiment accompagnés dans la sous-région. Les banques commencent à s'y mettre. Par contre, les pays, malheureusement, à part quelques exceptions, n'ont pas vraiment de défiscalisation particulière sur tout ce qui est panneaux photovoltaïques, tout ce qui est même les véhicules électriques ou quoi que ce soit qui sont supposés être peu consommateurs en gaz et plutôt écolo. Il n'y a pas vraiment d'incidence opérée par les gouvernements et de facilitation ou d'incitation à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, ça repose principalement sur la partie privée et les banques pour développer ce type d'assets et avoir une facilité à opérer et à réduire et à agir pour l'environnement de nos hôtels. Et après, le plus gros challenge, justement, derrière, c'est de maintenir l'efficience du bâtiment dans les bonnes pratiques. Par exemple, on parle de la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, il est impossible pour un hôtelier de recycler ses bouteilles plastiques. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'on a fait une réunion, et je ne sais pas combien de bouteilles plastiques on a passé, mais il y en a une sacrée quantité. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, toute l'infrastructure n'est pas présente dans des pays. Il y a des exceptions, bien entendu, comme le Rwanda, comme le Togo, où là, il y a des cycles de recyclage qui sont mis en place. Parce qu'en fait, la durabilité, c'est ça aussi, c'est penser à l'après. C'est faire des économies sur l'eau, faire des économies sur l'électricité, penser à ne pas inonder justement le quartier voisin quand on construit, parce que les réseaux de fiabilisation sont compliqués. Donc en fait, nous, on est la résultante de tout ça, et on essaye d'opérer tant bien que mal. Pour le mobilier, nous, notre ADN africaine fait qu'on est à 80% équipé en mobilier local et sourcé, enfin tout ce qu'on utilise dans nos hôtels est vraiment sourcé en priorité sur le continent. Voilà. Mais malheureusement, comme on le disait, aujourd'hui, et surtout à Abidjan, Abidjan est vraiment le contre-exemple, parce que ce n'est pas le cas dans d'autres pays. C'est plus cher de sourcer du mobilier ici, clairement, qu'à l'international. C'est malgré les frais de douane qui sont quand même assez conséquents sur la Côte d'Ivoire. Donc c'est là où on se dit que je pense qu'il y a vraiment une prise une vraie volonté et une vraie prise de conscience des gouvernements sur ce genre de choses, quoi. Okay. Très bien, merci beaucoup. Peut-être Emmanuel sur l'aspect aménageur responsable et cette fois-ci des bonnes pratiques impact sur les communautés et l'aspect sociaux et sociétaux. Alors, pour rester sur la thématique tourisme durable, effectivement, tout l'intérêt d'un aménageur, c'est de définir la programmation d'une zone relativement large. Et dans le cas du projet de la Baie des Rois, qui est le projet le plus avancé, qui est à 20-25% d'avancement,
il était important de... Je dis souvent, un aménageur, c'est pas seulement un créateur de ville, c'est un créateur de vie économique, de vie culturelle, de vie sociale. Et encore en Afrique de l'Ouest, on a beaucoup de place à la culture et à l'histoire. Et un des éléments importants qu'on a voulu mettre dans la programmation de notre projet, c'est la place de l'histoire, qui est à Libreville relativement absente. Pourtant, il y a beaucoup d'histoires à raconter. C'est la place de la culture, c'est l'inclusivité, c'est le rapport avec les communautés locales, c'est le rapport avec les ONG, les associations. Ça, c'est un pan important. Et c'est aussi, on a, nous, un angle particulier, c'est la jeunesse, l'éducation, les enfants, où on parle beaucoup de la ville de demain, de la ville durable. Voilà. On a un axe important, c'est qui est une obsession chez nous, c'est l'arbre, c'est la forêt. Et sur le projet La Véléron, on plante plus de 3000 arbres à terme. Et on va beaucoup chercher aussi les entreprises dans des actions de planting sur le RSE. Elles étaient très réticentes au début. Et aujourd'hui, elles en font même une action de team building. Elles viennent avec leur équipe planter 10, 20, 30, 40 arbres. Aujourd'hui, sur les 3000 arbres, on a dû planter 600 arbres. Alors, un arbre, ça intervient sur plusieurs aspects. C'est joli, ça absorbe du CO2, ça réduit le phénomène d'îlot de chaleur à l'échelle d'un quartier. Parce que souvent, on parle de production énergétique, mais effectivement, des fois, il vaut mieux réduire la consommation énergétique, la limiter. Et ça, c'est parfois difficile quand on est dans un quartier qui lui-même est un îlot de chaleur important. On va devoir avoir des investissements importants pour réduire l'impact de la climatisation. Et nous, je le redis, à l'échelle du quartier, on essaye d'amener les investisseurs sur ces bonnes pratiques, mais le quartier lui-même est en certification. Alors là, on est plutôt sur une certification aménagement. On est accompagné par Certivéal, on est sur une certification EcoCity qu'on a constaté à Zenata. Il y a 2 zones d'aménagement en Afrique qui sont en cours de certification, en tout cas sur ce label. Et donc on a des équipements qui permettent de la vie, donc qui permettent de l'attractivité. On a mis en place, alors on adapte le projet aussi, on a ouvert, on a toute une promenade, une corniche de 5 km à terme. Aujourd'hui, on est à peu près à la moitié, on a ouvert 2 km de promenade, et on s'est rendu compte en ouvrant la promenade, et c'était pas dans le programme de départ, on a eu beaucoup de conflits entre les piétons, les cycles, les rollers et les skates. Et on avait des terrains de foot, prévus dans le projet. Et puis, au vu des conflits entre les skateurs, les rollers et les piétons, on a dit on va faire un skatepark. Et en cherchant, il n'y a pas de skatepark en Afrique subsaharienne. Alors, on a créé 2000 m² de skatepark et de pump track qui sont des équipements pour les riders. Et en plus de ça, en tout cas c'est un événement que nous on porte pour rendre attractif le projet et avoir de la visibilité. On organise tous les ans un mini-FIS, donc comme à Montpellier. Montpellier, le FIS sur 5 jours, c'est 600 000 personnes. Donc on sera à notre 3e édition cette année. Alors la première édition, on avait 50 riders, 5000 personnes. En 2024, on avait 200 riders, 12 000 personnes. Et on espère en faire un événement régulier comme ça. Et en 2 ans, l'urbanité, en tout cas l'urbanité des villes africaines a été faite beaucoup dans les années 70-80 où la voiture avait beaucoup de place, donc très peu d'endroits de partage, très peu d'endroits de vie à l'extérieur. Et donc on a une grande place de 5000 m² avec une grande scène. Et en 2 ans, on a accueilli une dizaine de festivals, d'opérateurs, d'associations, d'ONG qui n'avaient pas d'endroit où créer de la vie culturelle. Donc ça passe du festival de manga au festival de cinéma, au festival de mode gabonaise, à l'Union européenne qui fait la semaine du film européen. Bon, tout un tas d'animations qui créent de la vie, et sur un projet qui est à 20-25% d'avancement, et sur une ville de 900 000 habitants. En 2024, on a eu 1 million de visiteurs. Donc,
ce qui montre qu'il y a, ce matin on parlait d'un besoin touristique local, les gens ont besoin de consommer, les gens ont besoin de se déplacer, et donc on a beaucoup de partenariats avec des associations, différentes associations. Alors sur la préservation, on est en front de mer, on vient de signer avec une association qui préserve des tortues, parce que le Gabon est un spot assez important de tortues. Donc on va créer un sentier pédagogique qui va parler des tortues, voilà, et donc qui va être un élément supplémentaire. Avec les populations locales, on va avoir des panneaux avec des QR codes pour avoir une interaction sur l'histoire. Voilà, puis le QR code permet de renouveler l'interactivité qu'on crée. Ça peut être des films, ça peut être des QCM, etc., etc. Donc tout ça, on le fait systématiquement. On aurait pu le faire en chambre tout seul, en se faisant plaisir sur nos programmes, mais on le fait systématiquement avec des associations. Le but pour l'aménageur, c'est quand le projet est fini, de disparaître. Et les associations, les PME viennent prendre finalement toute cette place de vie sociale, de vie économique, de vie culturelle pour faire vivre. Et c'est ça qui créera l'attractivité finalement. Toute cette ville pourra permettre en tout cas de créer un microcosme économique. On a aussi un accent particulier sur les PME. On parlait de plastique, on accompagne, on a beaucoup de sujets de pollution plastique. On a plusieurs campagnes de ramassage de déchets de bouteilles plastiques sur les plages et on les transforme en pavés. Alors on a des problèmes de certification parce que c'est pas des grosses sociétés, etc. Mais on utilise quand même ces pavés plastiques dans des zones pas trop sollicitées. On peut les mettre sous des tables de pique-nique ou dans des cheminements qui sont pas trop sollicités. Ce qui permet à ces PME de se structurer, d'avoir un marché récurrent, de s'équiper, et puis d'avoir de la visibilité. Et la PME qu'on accompagne a des financements maintenant de bailleurs de fonds, de l'AFD et de l'Union européenne. Voilà. Donc, les bonnes pratiques sont des choses possibles, sont des choses qui attirent. Et on va dire un projet durable et bien aménagé, c'est un projet où les gens se sentent bien, mais finalement qu'on soit côté de l'offre ou côté de la demande. Parfait, merci beaucoup. On va tous avoir envie de découvrir la baie des Rois. C'était un peu l'objectif. Dans le futur proche. Est-ce qu'au niveau de Onomo, vous avez des initiatives en lien avec les communautés Oui, tout à fait, puisque ça fait partie des relations avec les parties prenantes. Donc dans beaucoup de pays, on a des relations assez proches avec les chefferies qui sont à côté. On fait aussi des opérations de nettoyage de plage, notamment sur le Togo. Togo, il y a également, je crois que Libreville également l'a fait pendant un moment. Enfin, voilà, ça fait partie des opérations que l'on met en place régulièrement. Après, sur tous nos assets, quand on en a la possibilité, on essaye de justement sur le côté arbre, c'est-à-dire créer des jardins, beaucoup d'espaces verts, même à l'intérieur de nos hôtels. En général, on retrouve beaucoup d'arbres, de végétaux. Voilà. Après, on est aussi tributaire. Nous, on est sur une activité qui est récurrente avec du sourcing récurrent mais quotidien. Donc, nous, le côté durabilité et environnementale, il va se faire sur tous les achats de produits, les produits locaux, puisqu'on est sur des cuisines afro, des fusions afro. Donc ça veut dire qu'on fait travailler tout l'écosystème qui est autour de nous, que ce soit du maraîcher, du petit maraîcher qui est à côté de l'hôtel, jusqu'au boucher, l'éleveur. Voilà, donc il y a une vraie priorité qui est mise sur tous les produits locaux. Après, sur des produits qui ont plus des consonances vraiment polluantes, comme le plastique, etc., là aussi c'est pareil, on est dépendant du niveau de commerce et du développement commercial et industriel du pays dans lequel on est installé. Puisque comme voilà, c'est du sourcing local, donc on est vraiment et on a besoin de faire des réassorts régulièrement. Donc en fait, on essaie de participer le plus possible à ce que les communautés individuelles se développent et justement puissent prospérer, comme sur l'accompagnement sur le recyclage des plastiques. Voilà, nous on va les accompagner, ça va être des artisans, des créateurs de meubles, sur la cosmétique, puisqu'on va avoir des savons à base de karité par exemple.
Voilà, essayer de mettre des petits entrepreneurs pour se développer un peu plus. Abidjan est un peu hors scope, mais Libreville, le Togo, d'autres pays qui sont peut-être beaucoup plus réduites, on a vraiment cet actionnariat, cette action sociale avec les locaux, les petites PME vraiment qui débutent, quoi. De l'artisanat en fait qu'on fait évoluer et qu'on aide à grandir, quoi. Après c'est pareil sur la vision vraiment écologique, il y a tout un travail à faire aussi d'information, de formation, de coaching, et d'expliquer que le plastique, il ne faut pas le jeter par terre, il faut vraiment essayer de le remettre dans des centres pour justement aider aussi à ce que l'environnement soit propre, soit sain et agréable, parce qu'on en revient pareil, si on veut aller se promener et profiter des loisirs, si l'endroit il n'est pas très propre ou quoi que ce soit, ça ne donne pas envie et les gens n'y vont pas, quoi. Donc c'est aussi là-dessus qu'on essaie de travailler. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Aurélien, sur ces aspects d'impact sociétaux, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Oui. Alors, je vais prendre 3 axes. Un axe qui est plus proche par rapport à Gassim et ce qu'on fait. Donc, on a une implantation locale dans chaque pays dans lequel on travaille, qui est plus ou moins importante, avec dans certains pays des équipes qui peuvent aller jusqu'à une 50aine de personnes. On est plutôt sur de l'emploi qu'on pourrait qualifier de l'emploi qualifié, puisqu'on est plutôt sur des profils ingénieurs, architectes, conducteurs de travaux, etc. Puisque dans nos métiers, on fait soit de la maîtrise d'ouvrage déléguée, soit de la direction de l'exécution des travaux ou de la maîtrise d'œuvre complète, donc plutôt des prestations intellectuelles et qualifiées. Il n'empêche que la stratégie est toujours la même. On s'implante localement, on embauche localement, on forme et on amène, puisque on travaille surtout sur des problématiques de construction complexe. Bon, l'hôtel est une construction complexe. Par rapport à des logements sociaux ou autres, on n'est pas sur la même complexité. C'est pareil, quand on fait des centres hospitaliers, on est plutôt sur des problématiques complexes. Et en fait, en fonction de la taille des pays, ce n'est pas obligatoirement des types de construction dont les ingénieurs ou les architectes locaux ont déjà réalisé. Donc il y a un manque de compétences, et donc on a tout un système qu'on met en place pour former les ingénieurs et les architectes locaux qu'on intègre dans nos équipes et les monter en compétences pour qu'ils gagnent en autonomie. Donc ça, c'est à petite échelle, hein, par rapport à Onomo ou d'autres, c'est à petite échelle. Un autre point, et je finirai par un point un peu plus clivant après, mais un autre point, le rôle, et surtout par rapport au pouvoir public, le rôle de l'impact sociétal peut être très très fort. On a travaillé et on travaille sur un gros projet autour du village historique de Ouida au Bénin, où on construit une arène culturelle, un musée, un village artisanal, donc toute une unité de lieu qui s'intègre dans une politique globale de développement du tourisme historique et tourisme culturel. Et avec, c'est là où se tient les Vodun Days, qui depuis, je crois que c'était la 3e édition. Donc dans cette optique-là, il y a un réel impact sur les populations locales, populations nationales et même populations au niveau de la sous-région, puisque ça draine non pas simplement un tourisme intra-Bénin, mais également de la sous-région. Et il y a par contre, il y a une contrepartie dans tout ça. Alors, pas spécialement sur cet exemple-là, mais sur d'autres. On a parlé tout à l'heure d'accès au foncier dans la journée, on en a parlé aussi hier. On parle de construction, on parle de développement durable, on parle de création d'emplois pour le futur. Le développement durable, c'est... il y a plusieurs définitions, mais globalement, c'est répondre à un besoin présent en prenant en considération et en n'impactant pas négativement le futur. Ça amène obligatoirement des changements dans le présent.
Et si on parle du foncier, ça peut poser des problèmes. On a parlé, il y avait plusieurs questions, je crois, hier et ce matin, sur quels sont les projets en dehors du Grand Abidjan. Et quand on parle, alors, de côté positif, c'est effectivement tout ce qui est traitement des eaux usées, etc. Ça, c'est des choses qu'on amène aux populations locales et qui ont un vrai impact. Mais maintenant, il y a aussi la délocalisation des populations. Qu'il ne faut pas oublier, c'est une réalité dans certains endroits. Si tu veux développer une économie, même dans une logique durable, c'est une vraie problématique sociétale à très court terme, même si l'impact sociétal à long terme est avéré, il y a une vraie problématique à très court terme. Il faut faire attention aux gens, le relogement, mais il y a aussi parfois, ça peut avoir un impact par rapport aux croyances, etc., puisque certains lieux peuvent avoir une connotation sacrée. Et donc il faut faire très attention à ce que le maître d'ouvrage soit bien accompagné dans toutes ces problématiques-là par une société locale qui a un impact, qui sait gérer toutes ces problématiques sociétales. Donc on avait un intervenant tout à l'heure qui était surtout lié expert en certification, qui est vraiment important, mais tous ces projets de développement en dehors des villes doivent toujours être accompagnés par des experts locaux sur la partie sociétale. Et ça, c'est important. Même si le projet à long terme a une forte connotation positive sociétale, mais la vie d'un projet, ça commence d'une idée et ça dure très longtemps. Et il faut prendre en compte toutes les considérations et ne pas simplement regarder la ligne d'arrivée, mais voir toutes les étapes pour y arriver. Merci beaucoup à tous les trois pour tous ces partages de bonnes pratiques pour construire un tourisme plus durable à la fois d'un point de vue environnemental et social. Merci.